Et voilà, ça c'est pour vous réveiller un petit peu. Nous sommes samedi 14h et nous sommes dans une société corrompue. Enfin, ah oui, on n'est pas du tout samedi. On est dimanche. Et le premier corrompu, donc c'est moi, mais bien involontairement. On est avec Darragh MacKeon qui est juste là, avec Alan Parks qui est de l'autre côté, avec Colson Whitehead qui est au milieu, et puis avec Élodie Bonafou qui va mener cette rencontre et que je vais présenter. Pour cette rencontre donc, qui s'appelle Une société corrompue, dimanche 14h. Élodie, libraire et propriétaire de la librairie Arcane à Châteauroux, qui fêtera bientôt ses 200 ans. La librairie, hein. Oui. Et que tu as reprise il y a une dizaine d'années, après avoir quitté volontairement un environnement professionnel confortable, dis-tu, pour reprendre cette vieille institution qui te faisait de l'œil depuis des années et lui redonner vie. Ça a marché ? Oui. Pas si mal. Pas si mal, j'ai l'impression. Et avec nous, on a deux interprètes. Évidemment, pour Darragh, c'est Karen Chichereau, qui est également sa traductrice. Bonjour Karine. Et puis, trois interprètes, pardon. Oui. Et puis, pour Colson, c'est Michel Zlotowski. Et enfin, pour Alan Parks, c'est Abigail McComish. Voilà, donc... est-ce que je commence à présenter l'un de nos invités ou est-ce que tu veux démarrer par quelque chose d'un peu général ? Non, je pense que tu peux commencer par Darragh MacKeon. Alors je vais commencer par Darragh, qui est né en 79, qui a grandi dans les Midlands, qui vit entre l'Irlande et Barcelone. C'est toujours vrai ? Oui. Le premier roman, Tout ce qui est solide se dissout dans l'air, a été très remarqué, pas seulement en France, mais il a été lauréat du livre et du prix Lire du premier roman étranger en 2017, classé dans les 25 meilleurs livres du Point, traduit en 7 langues. Darragh est journaliste et puis là on va parler de ce nouveau livre le dimanche, comme aujourd'hui, du souvenir, et traduit par Karen Chichereau, c'est ça, hein, voilà, aux éditions Belfond. Bah, je te laisse continuer. Je viendrai pour les autres auteurs tout à l'heure. Ok. Donc brièvement, Darragh, le sujet du livre quand même, c'est votre deuxième roman, Pascal le disait. L'histoire d'un architecte irlandais qui est parti s'installer à New York et qui se fait brutalement rappeler à son histoire irlandaise lorsqu'il rencontre une personne qu'il a connue au village là-bas. Cette rencontre avec Esther, elle aurait pu suffire en soi à faire remonter des souvenirs enfouis, mais pourtant vous avez choisi de faire en sorte que cette rencontre recommence à provoquer chez lui des crises d'épilepsie qu'il avait connues en Irlande. Pourquoi et comment vous avez choisi de mettre l'épilepsie au centre du roman ? So I'm going to give the answer that probably most writers give, which is that I didn't really make the choice, that it just happened in the writing. Donc en fait, je vais vous donner la réponse que beaucoup de romanciers pourraient vous faire. En réalité, je n'ai pas vraiment choisi de mettre l'épilepsie au cœur de ce roman. So the writing of this book, this was a very surprising book for me because a lot of it is about the troubles in Northern Ireland, but I didn't sit down intentionally to write about this. En fait, ce livre a été une surprise pour moi parce qu'au départ, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre sur les Troubles, donc cette période politiquement très difficile qui a eu lieu en Irlande du Nord. I was living in New York and I had just got divorced and I didn't really know anybody and so I was spending a lot of time on my own, sitting in a park. Yeah. En fait, je vivais à New York, je venais de divorcer, je ne connaissais pas grand monde, donc en fait, j'avais beaucoup de temps libre devant moi. But I was reading Dostoevsky and I was reading The Idiot and became really interested in epilepsy because he describes, you know, I think I was quite burned out at the time and he describes that experience a little bit. En fait, à l'époque, je lisais Dostoïevski et notamment L'Idiot. Et en fait, moi-même, à l'époque, j'étais vraiment au bout du rouleau. Et je pense que je me suis identifiée quelque part à ce qui se passe dans ce livre. So he describes the moment before a seizure, and he suffered from epilepsy, and he describes it as being like this kind of symphonic understanding of the world just before he crashes. En fait, il décrit ce qui se passe juste avant la crise d'épilepsie, et il décrit ça comme une sorte de situation symphonique.
Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée. And at the same time, I was volunteering in a hospice in New York, in Bellevue Hospital. And I was spending time with people who were very much at the end of their lives. En même temps, à la même époque, je passais beaucoup de temps dans un hôpital où en fait je m'occupais de gens qui sont pratiquement à l'article de la mort. And it's a very beautiful thing to spend time with someone who's at the very end of their life. But people go through patterns. So a lot of the time, people would really, really want to speak when they were coming very close to the end. They'd talk a lot, and then they go into a period of silence. En fait, ces gens qui sont pratiquement arrivés au bout de leur vie, la façon dont ils se comportent correspond à certains schémas. Et notamment, ils ont besoin de parler, ils ont beaucoup besoin de parler. Et après avoir parlé, suit un silence. And that silence is an active one. It's not, you could see them seeing things and looking into some other place and inhabiting some other world. And after a few months of spending time with them, I kind of, it gave me a little bit of a different understanding of our situation. Et en fait, ces silences sont des silences actifs. On voit bien qu'à ce moment-là, leur regard se voile et ils se retrouvent ailleurs. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. So that, I would come out to the street after doing my volunteer work, and I found myself, saying that they were in some kind of fictional world or some delusional world and that I was in the real world. And then after a few months of doing that, I really thought that was quite prejudiced, actually, that just because there's a tangible, concrete reality that I can touch, I'm saying that is reality, but maybe that is just my reality and they are in a different reality. And so that led me to thinking about memory and childhood and Northern Ireland and conflict and all of the themes. En fait, quand je quittais ces personnes, je me disais, en fait, ces gens-là sont dans un autre monde, une réalité fictive qui n'est pas la vraie réalité. Et moi, je me voyais beaucoup plus ancrée dans cette réalité. Et and that led to the themes of the book of memory and childhood. Voilà, c'est ça qui m'a donc conduit à travailler sur les thèmes qui sont dans le livre, c'est-à-dire la mémoire et l'enfance notamment. Ok. Et du coup, vous travaillez beaucoup vous avez cette réflexion sur la fiction et la façon dont la fiction et la mémoire peuvent se rencontrer. Pourquoi avoir choisi de faire entrer Simon, donc votre personnage, dans un processus lui-même d'imagination ? Yeah, again, I suppose it relates to that experience in the hospice of. Je crois qu'à nouveau, là, c'est quelque chose qui est lié à cette expérience à l'hôpital. So when I was sitting with these people, my childhood would come back to me in real technicolor, like it was really like a movie. I would have these very vivid images. À ce moment-là, en fait, quand j'étais avec eux, mon enfance à moi me revenait en technicolor. J'avais des images vraiment très très vives de mon enfance. And maybe also reading Dostoevsky as well, I was really thinking about, we think about memory, that it's linear, something happens and then we remember it years later, and maybe we remember it less as the years go by. Et après, je me suis beaucoup interrogée aussi sur le processus de la mémoire, parce qu'on se souvient de certaines choses des années après, et plus le temps passe, plus nos souvenirs se transforment. So we kind of think our lives are doled out in a very linear way, but these people had these extraordinary capacity to really remember very detailed moments and times of their lives. They were so vibrant for them. En fait, on a toujours l'impression que nos souvenirs et notre mémoire sont très linéaires. Mais quand je voyais ces gens donc, qui étaient à l'article de la mort et qui se souvenaient de leur passé, ils avaient des visions très, très détaillées de certains moments de leur passé. So it kind of made me think that the time we know time isn't linear, but we don't really take that in as people. We know that in a theoretical way, but not in a personal way. And so I think I wanted to write a character who was writing about his imagination, but also creating his own reality as he was writing. En fait, on sait que le temps est linéaire, mais on a du mal à l'accepter comme tel. Et donc, moi, j'ai voulu créer un personnage qui jouait avec ce concept de réalité. And so we do that as readers. We read a book and we're in France. So we read a book and we're in 19th century Russia. And that's the reality while we're there. And so, I think I was interested in exploring that.
En fait, quand nous lisons un livre qui se passe en France, par exemple, ou qui se passe dans la Russie du 19e siècle, nous sommes immergés dans cette réalité. Et moi, voilà, je voulais écrire un livre qui immerge dans une autre réalité. Ok, et dans ce livre, la liberté et la violence sont aussi des questions vraiment centrales. Et c'est ce que vous montrez, à quel point il est difficile, quand on a grandi dans la violence, de se construire ensuite indépendamment de cette violence. Et c'est ce que vous peut-être essayez de montrer aussi avec Esther et Simon, ces deux personnages venus d'Irlande et arrivés à New York, à quel point l'art peut être un moyen, voire le moyen de surmonter cette violence et de s'en libérer. Yeah, I suppose I was interested in talking about the memory in the body, how our bodies retain memory. Je pense que ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer comment la mémoire affecte notre corps. So I'm writing. So the book is about an architect who grew up in Northern Ireland, and he was present at an IRA bombing in the 1980s, and he had some epileptic seizures, and then 30 years later, he starts having epileptic seizures again, and he's trying to piece the two things together. En fait, donc l'histoire, c'est celle d'un architecte qui a grandi en Irlande du Nord et en 1987, il s'est trouvé sur le lieu d'un attentat. Donc, il a été traumatisé et à la suite de cet attentat, il commence à faire des crises d'épilepsie. Et après, ça s'arrête et 30 ans plus tard, alors qu'il est à New York, les crises d'épilepsie recommencent. And that it's not uncommon for people with epilepsy that they will experience it as a teenager, and then much later in their life, suddenly their body will start going into seizure again. En fait, c'est quelque chose qui est assez fréquent, que des gens commencent à souffrir d'épilepsie à l'adolescence, ensuite ça se calme et ça reprend beaucoup plus tard. And in Northern Ireland, there's been peace in Northern Ireland for 30 years, and we're now kind of getting to a place where we can talk about it, and actually the emotional impact of that is beginning to come out. The practical legacy has changed, and now we're talking about the emotion. En fait, en Irlande du Nord, ça fait environ 30 ans qu'il y a la paix maintenant, et c'est seulement maintenant qu'on peut commencer à parler en fait de tout ce qui s'est passé avant, de toute la violence et de toutes ses répercussions. So something that was important for me in the beginning of the book, I saw a documentary that some of my friends made, and they put a camera in front of a church in Dublin, just on the street, and people would walk by and they just instinctually make the sign of the cross. En fait, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est un documentaire qui a été fait par un de mes amis. Donc à Dublin, ils ont mis une caméra devant une église juste pour filmer les passants, et tous les passants qui passaient faisaient le signe de croix de manière totalement instinctive, sans y penser. And it's like inherited beliefs come out through the body, and our subconscious speaks through our body. Et en fait, ce sont des croyances totalement inconscientes qui ressortent, et c'est le corps qui se met à parler tout seul. So I suppose I was interested in how conflict and how institutions really, we can talk about it and we can think about it and intellectualize it, but how does that come out on a cellular level? Donc en fait, ce qui m'intéressait, c'est le rapport à ce conflit, parce que bien sûr, intellectuellement, on peut en parler autant qu'on veut, mais quels sont les effets sur notre corps ? Merci beaucoup pour ces réponses. En matière de violence, je crois que le Glasgow des années 70 d'Alan Parks a quelques arguments. Oui, on va passer de l'Irlande à l'Écosse avec Alan Parks et son joli mois de mai qui est sorti aux éditions Rivage, qui est sorti en 2024, traduit par Olivier de Paris. Alors, Alan Parks est né en 1963, donc près de Glasgow. En 2017, il y a un livre qui est sorti, qui entame une nouvelle série, une nouvelle saga qui s'appelle Janvier Noir, qui met en scène Harry McCoy, qui va être une série policière, une série noire, qui le poursuit aujourd'hui. On dit que c'est le représentant du Scottish noir. Bon, on comprend facilement, hein. Et salué comme tel par l'ensemble des commentateurs. Donc voilà, ce livre, c'est joli mois de mai, et ça poursuit la série avec Harry McCoy. Tout à fait. Donc c'est le 5e roman avec Harry McCoy, même s'il y en a un 6e qui est sorti, mais qui n'est pas encore traduit en français.
Harry McCoy, au début de ce roman, sort d'1 mois d'hôpital pour un ulcère hémorragique, mais il continue de boire, de fumer. On sent qu'il est toujours sur le fil. Et puis il y a la mort très brutale de 5 femmes dans un salon de coiffure lors d'un incendie. 3 garçons sont arrêtés, puis enlevés. On rejette l'un d'entre eux affreusement torturé et mort. Et le compte à rebours est lancé pour essayer de sauver les 2 qui restent et de comprendre s'ils sont vraiment innocents ou vraiment coupables. Ce roman a quelque chose de très immersif. On a un contexte historique, géographique, qui est très présent et vous avez une façon particulière de le dire et de l'intégrer au récit. Comment est-ce que vous avez travaillé, vous, ce sens du détail qui donne toute cette épaisseur au roman ? Yeah, it's pretty important. It's you know, I think if the books are set in a specific time period, it's always like a week in such. So I think you have to try and be as accurate to that as you can, really, without, you know, being too over the top. But I think if you don't, the things fall apart a bit. You know, if you move things and people don't sound like they did, and you know, it just gets a bit of a mess. So I think to anchor the book, you have to have a pretty clear idea of where and when it's happening, and that helps shape what you write, really. Le détail, c'est très important. Les romans, en tout cas mes romans, sont situés dans une période temporelle assez précise. Ça va être une histoire de semaines. Et il faut en fait rester fidèle à cette période temporelle. Sinon, tout s'effondre quelque part. Si ça ne colle pas, ça devient un petit peu chaotique. Et donc, il faut ancrer le roman dans ce détail et dans cette période. Ok, merci. La pluie est omniprésente dans ce roman. Elle tombe plus ou moins fort, mais elle tombe tout le temps. Vraiment tout le temps. Au point que ce roman ne serait pas du tout le même s'il avait lieu dans un endroit sec. De quoi est-ce que toute cette pluie qui tombe sans arrêt, de quoi est-elle la métaphore, cette pluie qui ruisselle sur vos personnages? No, it's just rainy. It's Glasgow, you know, it rains quite a lot. I wish I could say it was some grand metaphor for something, but unfortunately not. Alors non, c'est pas du tout une métaphore, c'est juste qu'il pleut. Voilà, c'est Glasgow, il pleut. You know, it's weather. Scotland has weird weather. You know, it's boring. People talk about it all the time. But it helps with an atmosphere, I think, you know. So some of the books are set in summer, so it's a heat wave. You know, so I just think it's just part of racking things up a bit to make it a bit more interesting, that instead of just being a kind of nice sunny day, people are like, oh my God, this is a nightmare, you know, it's so hot. And, you know, it's just part of bringing the thing to life, I think. You know, it's just another little trick to try and get people interested, I think, really. So if it's rainy, it's really rainy. And if it's sunny, it's really sunny. And it snows in a few as well, so... La météo en Écosse, c'est assez bizarre. On en parle beaucoup d'ailleurs. Mais je trouve que d'en parler dans mes livres, ça rajoute, ça donne un peu l'atmosphère. Parfois, c'est en été, donc il y a des canicules. Mais voilà, c'est un ajout, c'est quelque chose de supplémentaire qui donne un petit peu plus de vie à mes romans, qui les rend un petit peu plus intéressants. Donc s'il y a soleil, il y a canicule. S'il pleut, il pleut beaucoup. Et parfois même, il neige. C'est la ville aussi qui abîme vos personnages comme ça, qui ont tous, même McCoy qui est jeune, il a tout juste une trentaine d'années, et pourtant on sent déjà qu'il y a le poids du monde et de la vie qui pèse sur lui comme sur la plupart de vos personnages. C'est la ville, c'est Glasgow aussi qui les tire comme ça? Yeah, well, I think, you know, they always say when people write screenplays, I mean, put your character in the worst possible position, then make it even worse. You know, it's part of... Unless people are having some sort of problem, they're not hugely interesting to write about. You know, it's kind of hard to write about sort of nice people. You know, it's too flat. You know, nothing much happens. So I think,
you know, plus, you know, Scotland, particularly Glasgow, has a history of terrible health problems. You know, all the people eat is sweets, and you know, they smoke and drink, and so it's kind of realistic. I mean, my dad had an ulcer, and I remember it really well. You know, and at that time, the prescription was to eat white food. You know, that was the great thing. So all he ate was boiled fish and milk. So he wasn't a very happy man. So I think it's, yeah, I think you've got to give them a little bit of life putting down on them, and that, you know, that's another thing they sort of fight against to try and get to where they're going, really. Oui, il est difficile d'écrire des scénarios avec des gens un petit peu trop sympas, trop normaux. Il faut que le personnage soit dans une position terrible et que cela s'empire par la suite. Sinon, c'est un petit peu trop plat. Et l'Écosse, et notamment Glasgow, il y a des gros problèmes de santé. Les gens, ils mangent très mal, ils mangent des bonbons, ils fument, ils boivent. Et d'ailleurs, mon père avait un ulcère, et je m'en souviens très bien. Et à l'époque, on lui avait recommandé de manger des aliments blancs. C'était ça l'instruction médicale. Donc, il mangeait beaucoup de poissons et de lait. Et ce n'était pas un homme très heureux à cette époque-là. Et ce Harry McCoy, c'est un personnage avec qui vous voyagez depuis 5 romans, même 6 maintenant. Quelle relation est-ce que vous entretenez avec lui? Well, it gets a little bit easier to write. You can kind of get into the voice a bit quicker the more you've done, you know. But you still have to be kind of surprised by what happens to him and what he does. You know, it's a 5-year span, so people change. So yeah, I kind of know him pretty well. But it's trying to write someone who's a person, not just a policeman, you know, that has other things in their life. And that's the bit. I mean, I'm terrible at procedural. I don't know anything about it. So, you know, most of the books are just people talking because I don't know the structures of investigation. So he's kind of, yeah, his life's changed a lot in 5 years, and it will do in the next 5 years. So, but that's like anyone, you know, a 10-year span of life is going to change you, I think. Il est de plus en plus facile pour moi d'écrire Harry après tout ce temps. J'arrive à mieux entendre et écrire sa voix plus rapidement. Et puis, c'est vrai qu'il faut encore qu'il y ait des surprises avec ce personnage. Déjà, ça fait donc 5 ans qu'on le suit. Forcément, c'est quelqu'un comme vous et moi, c'est quelqu'un qui change sur 5 ans et je le connais bien. Mais j'aime bien et il faut écrire sur la personne et pas seulement sur le flic, en fait. Et moi, je ne connais rien du tout à la procédure policière ni quoi que ce soit. Et donc, beaucoup de ce que j'écris, ce sont des dialogues. Parce que sinon, je ne connais pas du tout les étapes, disons, d'une enquête policière. Mais donc sa vie a beaucoup changé et va continuer d'évoluer parce que sur 10 ans, c'est normal qu'une vie évolue. Il est quand même dans un sale état, votre Harry McCoy, seulement à 32 ans. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à le faire tenir encore jusqu'au mois de décembre? I hope so. He won't have to, else I'll be buggered. So, yeah, he will survive up till December. Yeah, I don't know. The editor, you know, is like, do we really have to do this to him now? You know, and it's like, oh yes, you know, that's how life works. So he manages to kind of live through it, but he's getting a bit disillusioned with the police force more than usual. So I'm not quite sure where they'll end up, but we'll find. I mean, because by the time you get to the end of the 70s and the early 80s, Glasgow starts to change and becomes much more cappuccinos and boutiques and, you know, much more like a European capital, and which is great, but it's not what I want to write about. So I think we'll only get to like 79, 80, and that's where that'll be the December, that'll be the end, and that's kind of where we're heading towards. Alors j'espère qu'il tiendra, sinon je suis foutue. Mais je ne sais pas, c'est vrai qu'on me demande est-ce que vraiment il faut que cela arrive à Harry maintenant, il lui arrive déjà beaucoup de choses. Mais en fait oui, il faut, et il y arrive, il survit. Il est de plus en plus, il y a beaucoup plus de désillusions
vis-à-vis de la police. Donc je ne sais pas exactement où est-ce qu'il va finir. Mais je pense que dans tous les cas, on va finir à la fin des années 70, au début des années 80, puisque c'est vrai que Glasgow à ce moment-là, commence à changer. C'est beaucoup plus de cappuccino et de petites boutiques comme une capitale européenne, ce qui est super, mais ce n'est pas vraiment de ça que j'ai envie de parler. Et donc, dans tous les cas, ça va s'arrêter en 1979. Je pense que ce sera là l'ultime étape. Merci beaucoup. Oui, vous avez compris que les titres se suivent de mois en mois, hein, pas d'année en année, mais du coup, je vais tous les rappeler. C'était Janvier Noir, L'Enfant de Février, Bobby Mars Forever, Les Morts d'Avril et Le Joli Mois de Mai. Et le titre de celui qui se déroule au mois de juin, ça sera quoi? To Die in June. It's actually really annoying, and I wish I hadn't started it, but there you go. It's hard to think the things up. And because that one is called May God Forgive in English, but that's may is what is may? Verb? Something. So they had to move it about a bit, but yeah. Oui, donc le mois de juin, c'est Mourir en juin, le titre. Et d'ailleurs, c'est très chiant, j'aurais aimé ne pas avoir commencé avec cette histoire de mois. Et en anglais, donc le titre, c'est May God Forgive. Et May, dans ce cas-là, c'est pas le mois, mais c'est un verbe. Donc il faut un petit peu jouer avec ça pour que ça colle. Merci beaucoup. Alors on va passer à Colson Whitehead avec La règle du crime, sortie chez Albin Michel en septembre 2024, traduit par Charles Recoursé. Colson, vous êtes né à New York en 1969. Vous êtes l'un des écrivains américains qui commence à être bien connu dans le monde entier, mais particulièrement en France. Vous avez reçu 2 fois le prix Pulitzer. En 2017 pour Underground Railroad, vous étiez venu en France aussi. Et puis en 2020 pour Nickel Boys, La règle du crime. C'est le 2e volume d'une trilogie que vous avez entamée qui s'appelle Harlem Shuffle. Et je suis bien content de vous retrouver, Colson, puisque on s'était vu à Saint-Malo il y a quelques années, et donc on se revoit à Vincennes. Il y a de la suite dans les idées, on va dire. Voilà, donc La règle du crime. La règle du crime. Vous le disiez, Pascal, c'est une suite, en fait, la suite d'Harlem Shuffle, où on retrouve Ray Carney, donc patron d'un magasin d'ameublement à Harlem. C'est un ancien fourgue qui est maintenant rangé depuis 4 ans et qui replonge bêtement dans le milieu parce qu'il cherche à dégoter des places pour un concert des Jackson 5 pour sa fille. Ce livre se découpe en 3 parties, 71, 73 et 76. C'est un récit endiablé, violent, ironique, d'une ville qui est en proie permanente à la violence. Et... Non, bah, allez-y. Go on. Just riff on it. Yeah, I mean, the book started with the very simple idea of, can I do a heist story? I was really envious of the people who made Ocean's 11. They seem to have so much fun, and so I wanted to do that. Ça a commencé par l'idée très simple. Il y a tellement de gens qui écrivent des romans noirs, ou plutôt des romans de crime. Et je me dis, ça serait marrant, est-ce que je pourrais être capable de faire un truc comme ça? Donc j'ai essayé. And I had a character who was a fence, someone who deals with stolen goods. But by daytime, he's a legit businessman. And there's this divided psychology I thought was very interesting. And I kept coming up with more and more capers, heists, and adventures for him. So the first book became 3 different stories. And then I kept coming up with more. And so it became 2 books, projected 2 books. But what's a trilogy? A trilogy made sense, so I decided to make it 3 books. Alors, mon personnage principal, Ray Carney, est un fourgue. Vous savez ce que c'est qu'un fourgue? C'est un receleur. Et ça, c'est son activité nocturne. Dans la journée, c'est un honnête commerçant qui vend des meubles. Et je lui fais vivre des tas d'aventures plus ou moins criminelles. Dans le premier bouquin, donc, je réunis 3 histoires de malversation, disons. Et puis, j'en étais arrivé à un 2e. Et puis, je me suis dit qu'une duologie, ça sonne mal. Ça ne marche pas. Donc, il faut faire une trilogie. Eh bien, on est en route, voilà, vers ça, vers la trilogie. And it's nice to hear Alan complain about
how hard it is to keep going, because now I'm halfway through the third book, and I'm like, is this heist too similar to the one 2 books ago? Or is it, can I pretend it's an intentional echo? Or no, I'll just make up a new one. So if I pull back, it's 1,200 pages about this one character in his 30s and 40s and 50s, and he's getting older. So I didn't realize what I was getting into, but it's not supposed to be easy, I guess. Bon, et là, je me retrouve dans la même situation que Harlan, parce que, bon, c'est bien de commencer, puis après, on se retrouve un peu coincé avec l'idée qu'on a eue au départ. Donc, au départ, effectivement, il y avait 3 événements que j'avais mis en scène. Puis après, dans le deuxième bouquin, je commençais à me demander, mais je lui ai déjà fait vivre ça, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ou est-ce que c'est l'écho de quelque chose qu'il avait déjà connu? Bref, là, ça devient un petit peu épineux. Puis je fais vivre Ray Carney, il a 40 ans, puis 50 ans, puis 60 ans, et maintenant, où vais-je? Et donc 20 ans après un certain Paul Auster, vous êtes en train de composer une trilogie new-yorkaise, mais d'un tout autre New York, une ville violente et corrompue. Dans la règle du crime, on est dans les années 70, on a le sentiment que tout le monde est plus ou moins lié à cette violence. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est mais de quel crime et de quel criminel est-il vraiment question ici? Well, I mean, when I think about how institutions are portrayed in the book, there's not a single institution that's not corrupt and evil in some way. I'm dealing mostly with criminal characters. There are a few straight people who are law-abiding, but everyone who walks on the page is a criminal to some degree or other. Bon, en fait, je m'intéresse aux institutions new-yorkaises, et là, je dois dire, en français, on dirait tous pourris, mais voilà, toutes corrompues plus ou moins. Et la plupart des gens que je décris sont des criminels. Il y a bien sûr des gens qui, dans une mesure ou une autre, suivent et sont fidèles à l'esprit de la loi, mais c'est très mélangé en fait. But I'm a writer. I'm pretty much an amateur when it comes to criminal activities. So whatever I come up with is really just a faint impression of what's actually going on. This week, the mayor of New York City, my hometown where the book takes place, was indicted. Half of his cabinet was indicted 2 weeks ago. The FBI has been in and out of his cabinet's houses for weeks. So they're up to some higher level stuff. What I'm coming up with is really, I'm just a dabbler. En fait, moi, je suis, comment dirais-je, un amateur dans le monde du crime. Je ne fais que rapporter des impressions de ce que j'entends du monde du crime. Mais enfin, regardez ce qui se passe dans ma ville natale. Le maire de New York City vient d'être inculpé pour des faits graves de corruption. Tout son cabinet est inculpé. Les gens du FBI montent et descendent les escaliers dans tout le bâtiment de la mairie. Et en fait, vous voyez que là, la corruption est à un niveau autrement plus élevé que les personnages que je décris et qui sont finalement petits jeux, petits bras. And if I could have, I would have called it the New York Trilogy, but it was taken and I thought it would be confusing. Si j'avais pu, j'aurais pris le titre La Trilogie de New York. Mais bon, c'était déjà pris. Il est le magasin d'ameublement de Ray Carney, puisqu'accessoirement, il a quand même une vraie activité commerciale. Est-ce que c'est pas aussi pour vous une façon de ne pas limiter votre roman à la pègre et de parler aussi de la vie quotidienne des gens normaux? Well, I mean, fences often do have a legitimate business that they present to the world. So I had to choose something for him. And furniture is a way of talking about people's hopes and dreams. A young couple comes in buying their first living room set, so you can talk about their hopes and aspirations, their dreams of ascending into the middle class. En fait, un fourgue, un reseller, a obligatoirement une façade, une activité légitime. Pourquoi j'ai choisi un magasin de mobilier? Parce que ça représente en fait
l'espoir et les rêves de beaucoup de personnes, un mobilier. On voit arriver un jeune couple et qui achète leur premier salon, salle à manger. Et ça nous permet effectivement de voir quels sont les espoirs et les rêves de ce genre de population. Are you buying in installments? Are you paying it all at once? Are you buying your second dining room set? All this stuff. Are you kind of a tired old guy buying a recliner? And are you going to spring for the 5-level recliner or just 3? So all these things are ways of addressing the different characters who walk through the store, who are a cross-section of Harlem. En fait, oui, ben moi je parle des gens, et je regarde comment ils payent. Est-ce qu'ils payent crédit ou est-ce qu'ils mettent tout l'argent sur la table? Est-ce qu'ils vont demander tant et tant de mensualités puis se tirer avec les meubles et jamais payer? Est-ce que c'est leur premier salon qu'ils achètent, leur deuxième, leur troisième? Ils vont l'acheter pour le revendre? Voilà, ça me permet de faire une typologie de toutes les personnes qui vivent dans ce quartier de Harlem. Ok, et dans votre roman, du coup, il est question de violence, de corruption, de vie quotidienne, mais on y parle aussi beaucoup en fait de culture. Dans quelle mesure est-ce que ça fait partie de votre projet littéraire, ça, dans cette fresque new-yorkaise, d'évoquer l'émergence de la culture afro-américaine contemporaine, qu'on parle de musique, de cinéma, de politique? Well, you know, it's about criminals. It's not like they're hanging out with each other saying, oh, let's knock over Manhattan Chase Bank on Tuesday. It's like, no, Tuesday I have tickets to the opera. I have to reschedule. En fait, écoutez, moi j'essaie de décrire les criminels, et puis je ne suis pas en train de décrire des gens qui pensent sans arrêt à qu'est-ce que tu fais mardi? Ben mardi, je vais attaquer la Banque de France. Ah non, mardi après-midi, je ne peux pas, j'ai des tickets pour l'opéra. But as the canvas gets bigger, you know, from book to book, I can get in my preoccupations with things like pop culture. So Ray Carney has left the criminal life. He is pulled back in when he has to hit up an undercover cop for tickets to the Jackson 5 for his daughter. En fait, au fur et à mesure de mes romans, je peux étoffer un peu ce que je décris. Et Ray Carney, mon personnage principal, a quitté le monde criminel il y a 4 ou 5 ans, mais il y est attiré à nouveau parce qu'il est contraint d'acheter des billets pour une représentation des Jackson 5. Ça parlera aux plus vieux d'ici. Et pour cela, il doit rencontrer un flic qui agit sous couverture, donc un type dont on ne sait pas qu'il est flic. You want to pick details that are period appropriate, but also illuminate character. So Ray's daughter, May, is a teenager, and she would like the Jackson 5 in 1971. They were a huge hit with teeny boppers. But also, from our vantage, we know what Michael Jackson becomes. So we see him at this moment of innocence, and then we pull back and know that he's going to be a monster. He's got a child molester, and there's this whole other dimension to that choice of choosing the Jackson 5. En fait aussi, ça nous permet de rentrer dans une période, mais on rentre dans cette période en sachant un petit peu ce qui se passe plus tard. La fille de Ray Carney, May, est une adolescente. Elle veut absolument avoir des billets pour aller voir le groupe qui est le groupe vraiment phare de l'époque, les Jackson 5. Mais dans ce groupe des Jackson 5, il y a évidemment Michael Jackson, qui est vraiment à l'époque quelqu'un de totalement innocent. Et on sait quel monstre il va devenir plus tard. C'est un pédophile qui va faire beaucoup de mal aux enfants après par la suite. And when I was growing up in the 70s, there were not a lot of films starring black actors, and so I watched a lot of blaxploitation films, which are horror movies, action movies, low-budget sci-fi movies with all black casts, very cheap, not well done. And I consumed them as a kid. I wrote about them when I was a journalist. And then I took them as a subject when one of my characters performs security on a blaxploitation set in Harlem. They're filming a movie and he's doing protection. En fait, moi, j'ai grandi dans les années 70 à Harlem. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de films qui étaient des films sur véritablement les Noirs. Il y avait autre chose. Il y avait ce qu'on appelait la blaxploitation, l'exploitation des Noirs.
C'est-à-dire que les personnages noirs apparaissaient dans des films d'action comme des gens violents. Il y avait des personnages noirs dans les films de science-fiction à bas budget. Et le but, c'était de pouvoir consommer ce genre de produits. Je m'y suis intéressé donc en tant que consommateur à l'époque. Plus tard, quand je suis devenu journaliste, je me suis intéressé à la question et j'ai abordé ce sujet quand j'ai décrit un personnage qui devait être l'agent de sécurité sur le tournage d'un film de blaxploitation dans les années 70. So I'm thinking of blaxploitation as I did as a kid, as a critic, and now as a novelist. The characters in the book are pretending to be in this black crime movie, and then they get inducted into a crime over the course of the story. So I like those different layers. And then some of the actors in the movie go on to greatness, some of them fall by the wayside. So we get to talk about Hollywood and the fate of black actors and stereotypes. Donc moi, ce phénomène de la black exploitation, je l'ai connu en tant qu'enfant, en tant que spectateur, je l'ai connu en tant que critique, parce que j'ai travaillé comme critique, et en tant que romancier. Et en fait, je les mets en scène à l'occasion du tournage d'un film sur des activités criminelles. Et bizarrement, les activités criminelles à l'écran se transposent en activités criminelles en ville. Donc c'est quelque chose qui se produit à plusieurs niveaux. Et certains des acteurs de ce film vont pouvoir après avoir une carrière qui va les mener à Hollywood. Et ça me permet de décrire tout ce qui se passe. Merci beaucoup. On pourrait peut-être demander à Darac si ça lui donne pas envie de commencer une trilogie ou un décalogue, d'inventer un personnage de roman noir et d'être à son tour coincé par les obligations. I'm writing some Irish folklore right now, but it's kind of veering into like detective murder kind of stories. Yeah, man. Yeah. Yeah. Eh bien, je suis en train d'écrire quelque chose sur le folklore irlandais et on est assez proche des romans noirs et des romans policiers, en effet. It's really nice to write a story. C'est très intéressant d'écrire une histoire. It's unfamiliar to me. Ce n'est pas mon habitude. Est-ce qu'il y a un peu de corruption de l'écrivain quand on écrit de la littérature dite de genre ? No, I think it's. I really like people who tell stories. I have a lot of. You can categorize my friends into musicians or storytellers. Non, en fait, je ne crois pas. Et en fait, mes amis, on peut les ranger dans deux catégories. Il y a les conteurs, les conteuses, et puis les musiciens et musiciennes. And because I have no musical talent, I'm in that category. Et comme moi, je n'ai pas tous ces talents, je ne suis que dans la catégorie des conteurs. Et je ne sais pas, peut-être que Colson et Alan pourraient répondre aussi à cette question de la corruption de l'écrivain si on fait de la littérature noire ou de la littérature de genre. Je pense que ce n'est pas votre cas, le sentiment, mais est-ce que vous avez l'impression que parfois vous êtes perçu comme ça ? I don't really care what other people think. I think life is pretty short and you should write the stories you want to and not worry about some imaginary critic. If people have some idea of a book they want to see, they should write it themselves. En fait, moi, je me fiche éperdument de ce que pensent les gens. Je crois que la vie est suffisamment courte pour qu'on fasse ce que l'on a envie de faire. J'écris ce que je veux écrire. Et si les gens ont envie de voir un livre spécifique, ben, ils ont qu'à l'écrire eux-mêmes. And then, in 2011, I wrote a zombie novel, a zombie apocalypse. I grew up loving horror movies, so I wrote a horror story of my own. And at the time, I got that question, and I would say, are we still talking about genre in a world where Toni Morrison writes Beloved, which has a ghost, when Philip Roth writes The Plot Against America, a speculative science fiction story? That's sort of a 1970s question. Vous savez, en 2011, moi, j'ai écrit un bouquin sur les zombies. Donc,
je me suis dit que si on me posait la question à cette époque-là, j'aurais répondu que Toni Morrison avait écrit un livre avec dans son livre des fantômes, que Philip Roth avait écrit Le complot contre l'Amérique, qui était vraiment un roman quasiment de science-fiction. Et alors quoi? Pourquoi est-ce que moi, je ne devrais pas faire ça? Ishiguro's Never Let Me Go is about clones. Saramago's Blindness, of course, is allegorical, basically zombie story. So I think, we put that to rest. Donc moi je pense que cette question, c'est plutôt une question des années 70 et qu'elle n'a pas lieu d'être posée. Regardez ce qu'écrit Saramago. Bon, c'est franchement, il y a plus de gens véritablement qui soient limités. Donc il faut laisser tomber ce genre de questions. Oh, mais je suis d'accord. I'll just agree with everything Coulson said, which makes it easier. He said it a lot better than I can. I mean, I don't think that the path of every writer is to try and write, the great American novel or the great Victorian. People write books for different things. If people call them genre, that's fine. It's just a book, and people read them or they don't. I'm not the hierarchy of what is a critically good book. It's fine, but it's for people that like that sort of thing, So I don't really mind, to be honest. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Coulson. Voilà, c'est plus facile pour moi de répondre comme ça. En plus, c'était beaucoup mieux exprimé que ce que moi je pourrais faire. Je ne sais pas si le parcours d'un écrivain, c'est forcément d'écrire le meilleur roman américain ou victorien ou quoi que ce soit, en genre ou pas, qu'on le lise ou pas. En fait, pour moi, tout ça, c'est égal. Je sais qu'il y a cette hiérarchie de romans, ce qui est bien écrit ou pas, les critiques. Je trouve ça très bien, mais en fait, c'est pas ce qui m'importe le plus. De toute façon, ce n'est pas ce qui importe non plus au festival américain, puisque vous êtes tous là réunis, quelles que soient et les origines et les soi-disant genres. Alors, on a eu le plaisir d'accueillir Darach McKeon pour ce livre, Le Dimanche du Souvenir, aux éditions Belfond, traduit par Karine Chichereau et interprété par Karine Chichereau. On a eu également Colson Whitehead, La règle du crime, traduit de l'américain par Charles Recoursé et interprété par Michel Zlotowski, et c'est aux éditions Albin Michel. Et puis enfin Alan Parks, pour Le joli mois de mai, traduit de l'anglais d'Écosse par Olivier de Paris, et puis interprété par Abigail McComish. Et puis tout ça a été présenté par notre libraire Élodie Bonafou. Merci beaucoup.